Donc je me présente, René Schmitt. Donc je suis donc chef de marché chez Deletrich Thermique. Et aujourd'hui, j'ai un peu une double casquette. J'interviens aussi un peu en tant que maire et vice-président du Comcom pour situer certains débats sur justement la décarbonation des bâtiments. Alors, pourquoi déjà, je commencerai par le chauffage. Pourquoi le système de chauffage? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur le parc existant, tout ce qui est donc, qu'on va appeler tertiaire, donc tous les bâtiments hors usage logement, aujourd'hui, quasiment 60% du parc est encore en énergie fossile, hein. Il y a quasiment très peu d'ENR, hein, donc, sur ces bâtiments. Et si vous regardez dans le détail, la partie eau chaude sanitaire, elle est quasiment 100% fossile, si j'inclus la partie électrique, hein. Donc électrique, on peut avoir un débat, c'est pas le sujet ici. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui qui existe. Et après, il y a les contraintes. Alors les contraintes, je peux vous en parler par mes fonctions, donc maire, vice-président, on a pas mal de bâtiments. Donc il y a des contraintes déjà de coûts d'exploitation, tout simplement les coûts d'énergie, hein. Donc aujourd'hui, pour la faire très simple, par rapport à 2 ans, l'énergie nous coûte à minima 2 fois plus cher. À une certaine période, c'était 4 fois plus cher. Donc c'était aussi bien l'électricité que la partie gaz, parce qu'on n'est pas du tout soumis à des tarifs réglementés. Donc c'est un sujet de préoccupation principale pour nous aujourd'hui, c'est justement cette partie coût d'énergie qu'on a beaucoup de mal à maîtriser. Alors je parle pour les collectivités, mais c'est aussi vrai pour les exploitants hôteliers ou autres, donc tous ceux qui ne sont pas liés à des contrats, je dirais, quelque part réglementés par l'État. Il y a un autre sujet qui est très important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur beaucoup de bâtiments, je dirais, des collectivités, il y a un service à assurer. Service à assurer, je m'entends, une école, je vois mal ouvrir les écoles si elle n'est pas chauffée. C'est une contrainte et c'est très important. Pourquoi? J'y reviendrai après. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, d'aller vers des visions mono-énergie, c'est très simple. La vision, elle est bonne. Mais derrière, qu'est-ce que ça entraîne? Et j'y reviendrai. Et tertio, il y a donc la réglementation, l'arrêté tertiaire, qui nous impose à tous, tout simplement, de faire des réductions de consommation. Alors on peut agir sur le bâti, on peut agir sur le chauffage, donc le système de chauffage, il est compris. Et après, il y a bien entendu les volontés politiques. Il y a la volonté politique nationale, qui est louable, qui est très bien, c'est une idée écologique, il faut la défendre, et j'en suis complètement convaincu, j'en fais partie. Il y a des volontés régionales, ça pour les collectivités, mais pas que, hein, c'est aussi vrai pour les autres exploitants. Il y a des volontés régionales qui sont derrière, qui veulent aller vers donc sortir du carbone pour toute la partie chauffage. Et les volontés régionales, c'est très simple, c'est qu'il y a des aides. Il y a des aides pour quasiment tout le monde, hein, pas que les collectivités, aussi les exploitants, je dirais privés. Et quasiment toutes les régions aujourd'hui sont dans cette démarche. Donc c'est un aspect économique qui n'est pas négligeable et qui est important de prendre en compte. Ça existe et ça peut servir et ça sert. Et derrière, après, il y a effectivement la vision locale. Donc, encore une fois, les maires, les présidents de comités urbains ou comités de communes, ben voilà. Alors, il y en a qui sont démagogues, qui veulent faire des choses visibles, qui veulent donner l'exemple, une exemplarité. Oui, ça existe, l'exemplarité sur des bâtiments qui sont visibles, très bien. L'exemplarité sur le système de chauffage, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas visible du tout, hein. Mais là encore, il y a donc des idées, il y a des volontés locales qui font qu'effectivement, on va aller vers des solutions qui sont novatrices, qui vont exister. Pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté politique, et ça c'est dû aux hommes, mais c'est aussi vrai pour des exploitants privés qui ont cette volonté de dire, voilà, je veux le faire, je veux être exemplaire. C'est important dans les concepts de voir un peu toutes ces solutions. Alors comment faire? Comment faire simplement et rapidement? Simplement, j'inclus aussi la partie économique. Parce qu'il y a toujours une partie économique dans cette histoire. Bien, tout ce que vous pouvez proposer en changement,
il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect financier qui est important derrière. C'est une préoccupation. Donc installer une parc aéro, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus rapide, de plus simple, vous me direz. Oui, c'est vrai. Il faut que le bâtiment s'y prête. Mais il faut aussi que le réseau s'y prête. Est-ce que, effectivement, je prends l'exemple d'une piscine, vous avez besoin, malheureusement c'est comme ça, et ce n'est pas un site industriel, vous avez besoin de haute température. Est-ce qu'avec une PAC, vous arrivez facilement à faire les 70 degrés? Voilà, je vous laisse la réponse chez vous. Donc le bâtiment doit s'y prêter. Il doit aussi s'y prêter par rapport à l'extérieur. Est-ce que j'ai la place d'installer mon groupe quelque part? Est-ce que j'ai la place? Est-ce que souvent, c'est aussi une acceptation visuelle? Est-ce que ça va être accepté visuellement? C'est même pas la technique, c'est est-ce que les voisins, comment ils vont réagir? Donc ça, c'est une des premières problématiques. Et après, je reviens à assurer le service. Ce que je disais, il faut que l'école, elle soit chauffée. On ne peut pas, par exemple, se permettre d'être en panne sur une machine sur 3-4 jours. Vous l'oubliez. Alors sur les toutes vieilles chaudières, c'était très facile à faire. Le brûleur, ça changeait à la limite, c'était fait dans la journée. Une chaudière gaz, c'est quasiment pareil. Sur une pompe à chaleur, quand elle est en solaire, c'est peut-être pas pareil. Vous n'allez pas changer le compresseur dans la journée, ni l'évaporateur. Donc c'est peut-être plus compliqué. Ayez à l'esprit cette histoire, service à assurer. Vous êtes sur un bâtiment petite enfance, vous n'avez pas de chance. Il faut assurer. Il y a ce service toujours derrière qui est une préoccupation pour nous, mettre l'ouvrage dans ces sujets. Et après, il y a effectivement, malheureusement, alors on peut dire, l'État, oui, on a des idées, mais derrière, il y a les finances. Les finances, et ça, exploitation privée ou exploitation, je dirais, administrative sur une collectivité, on a les mêmes soucis, on a les mêmes problématiques. Ce qu'on fait, il faut que ça soit rentable à certains moments. Voilà les contraintes qui sont importantes, qu'il faut garder. Il y a une solution qui est très simple, c'est l'hybridation. L'hybridation, pourquoi? Ça vous assure certains sujets. Ça vous garantit déjà la continuité d'exploiter. Vous avez 2 générateurs, il y a de fortes chances qu'au moins l'un des 2 il va fonctionner. Forte chance. Vous aurez la mainmise sur les coûts d'énergie. Vous pourrez jouer avec les énergies. Je vous rappelle, on n'est pas sur des exploitations comme ça, on n'est pas sur des contrats réglementés. Ça n'existe pas. On est sur des contrats libres, donc on est sujet à des prix fluctuants. On a une certaine maîtrise et derrière, clairement, entre nous, c'est clairement optimiser l'investissement. Une PAC qui a la moitié de la puissance par rapport à une PAC sous l'eau, ça va coûter nettement moins cher. Donc ça aussi, c'est l'idée. Ayez ça à l'esprit de dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Donc assurance, assurer le service et la partie économique. Et après, c'est peut-être une volonté personnelle, mais je peux vous le dire, sur nos bâtiments, dans notre Comcom et dans ma commune, c'est quasiment fait. C'est produire son énergie soi-même. C'est aujourd'hui, je pense que c'est important. On n'en parle pas assez. Le solaire thermique pour tout ce qui est chaleur, si vous faites de l'ECS, si vous avez besoin de la chaleur, prenez le solaire thermique, c'est 3 fois plus rentable. Je suis désolé que le PV à surface équivalente, vous produisez 3 fois plus d'énergie. Et après, effectivement, il y a le photovoltaïque, il faut s'y faire. Il faut essayer de couvrir les socles des bâtiments. Socle de conso, on peut le faire facilement. Et souvent, on a la surface en place. Avec Dominique, on va vous présenter 2 exemples. Je vais prendre le premier. Dominique, naturellement, prendra le second, qui est peut-être plus intéressant. Le premier, c'est un collège, tout simplement. C'est des configurations que vous pouvez retrouver. Si vous avez bureau d'études, vous pouvez les retrouver quasiment 80% des cas. Les anciennes chaudières, si ce n'est pas au fioul, c'est au gaz, c'est quasiment pareil. C'est des chaudières basse température, c'est des puissances qui ont quasiment doublé par rapport à ce qui est demandé. À une époque, c'était comme ça. C'est des gestions de chauffage très archaïques, maintien en température une chaudière et des réseaux de température très élevés. Donc c'est vraiment ce qui est classique, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ça existe, donc dans l'exemple présent qu'on a, c'est donc un collège, donc 150 000 € à peu près, coût d'énergie. La nouvelle chaufferie, l'objectif était assez simple. Garantir le service. Je reviens toujours à cette question puisque c'est ça ce qu'il faut. Il faut que les élèves, quand ils viennent, le bâtiment soit chaud. Je suis désolé. Garantir le service, premier truc, et après, effectivement, réduire, c'était l'objectif, hein, les émissions de gaz à effet de serre
et aussi, bien sûr, essayer de gagner en exploitation. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Tout simplement, on a remplacé ces chaudières par une chaudière à condensation, 640 kW. On a vérifié les calculs, on a refait le calcul pour le besoin. C'était effectivement ça. Donc, avant, on était à 1 méga. Donc, c'est bien 640. On a mis en place une chaudière qui, elle, va couvrir le besoin. Voilà. La sécurité, elle est garantie. Ça, c'est assuré. Et derrière, pour les économies, effectivement, de travailler sur les packs. On s'est arrêté à 3 packs, c'était la solution. Pourquoi 3 à 40 kg, ça fait les 120 kW. Ça couvre à peu près la moitié. Après, vous pouvez rajouter des packs, mais le taux de couverture, il ne va pas être proportionnel à ce que vous allez rajouter. On aurait rajouté 40 kW, on n'aurait pas dépassé les 55 taux de couverture. Donc après, ça devient plus rentable, tout simplement économiquement. C'était un bon compromis entre qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut gagner et qu'est-ce qu'on va installer. On est limité en puissance électrique requise. 54 kVA, ça reste quelque chose de jouable parce que ça, c'est l'autre sujet. Est-ce que votre réseau derrière va supporter si on aurait voulu couvrir les 640 kW avec une PAC? C'est ça la question aussi qui reste. Il y a des travaux en cours, il y a encore des sujets à traiter, l'optimisation. Je vous avais dit, on était sur des circuits haute température, on va travailler sur les températures des circuits. On travaille sur les gestions d'abaissement de température, ce qui est facilement faisable, ce qu'on ne faisait pas avant. Et naturellement, après, il y a la télégestion, ce qui est logique. Qu'est-ce que ça a donné, le résultat? Donc, au niveau de la transition écologique, donc, on a gagné 60% d'émissions de CO2. On a gagné 40% au niveau du coût énergie, et 40% en conso. Alors c'est vrai qu'on a perdu, GRDF a perdu en consommation gaz, c'est vrai, EDF a gagné en conso électrique, mais à la limite, ça, maître d'œuvre, globalement, a gagné de l'argent. C'est ça qui était le sujet. On a quasiment divisé par deux. On était à 150 000, on est passé à 85 000. Une grosse partie là-dedans est faite avec la chaudière à condensation, ne l'oublions pas. C'est elle qui fait une grosse partie des 65 000 euros qu'on est en train de gagner. Ce n'est pas que dû à la PAC. Donc c'est bien l'hybride qui a fait que l'ensemble a été subventionné. Je vous en ai parlé, les aides régionales. La moitié de l'investissement a quasiment été subventionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette installation, elle va être rentabilisée avant 3 ans. Donc l'objectif, quelque part, on a baissé 60% pour le maître d'œuvre. Ça a été réalisé. Le coût d'investissement, il était acceptable. On serait passé à une solution 100% PAC, ce n'était pas du tout pareil. L'investissement, il n'était pas rentabilisé au bout de 5 ans et le coût était autre chose. C'est aussi histoire de dire l'investissement, il faut le payer à un certain moment, même s'il est aidé, il faut sortir l'argent. Les collectivités ne sont pas toujours prêtes à le sortir à ce niveau. Voilà une des solutions, donc hybridation simple. Moi j'appelle ça, c'est un choix de la raison. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la solution la plus simple à mettre en œuvre, la plus rapide à mettre en œuvre et derrière la plus efficace. Si demain, on aura tous les EPR et que demain, on doit passer à 100% PAC, on pourra le faire. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'on a l'énergie pour, mais ça n'engage que moi. Et voilà. Et Dominique, si ma solution ne fonctionne pas, on fait quoi? Merci René. Bonjour à toutes et à tous. C'est une bonne question. C'est-à-dire que la pompe à chaleur aujourd'hui, c'est vraiment la solution qu'on doit mettre en œuvre, qu'elle soit hybride ou 100%. Il n'y a pas débat là-dessus et c'est vraiment l'axe sur lequel on travaille chez Dietrich. Par contre, il y a des cas où le réseau, la capacité du réseau, l'environnement ne permet pas l'acceptation et la possibilité d'installer des pompes à chaleur. Et là se pose le vrai problème qu'on a tous au quotidien. Comment je fais pour répondre aux besoins de mes clients et quand même avancer dans cette transition énergétique qu'on doit tous amener ensemble. Donc ça, c'est un vrai débat. Donc l'idée, c'est de vous présenter le projet qu'on a commencé à initier. Il y en a plusieurs, on y reviendra tout à l'heure sur la techno. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez disruptif. C'est-à-dire que c'est vraiment hors de ce que vous avez déjà l'habitude de voir. C'est développé en France, avec des brevets français, avec des startups françaises. Et donc c'est cette collaboration qui nous a permis d'arriver à cette technologie. Et le postulat de base, la genèse de ce projet, c'était quoi? Un bâtiment, promotion, 30 logements, et on est à Brunoy, dans le 91.
Et dans le 91, c'est dans le sud-est de l'Île-de-France, on est à la limite du Val-de-Marne et de l'Essonne. Banlieue parisienne, population assez dense, mais néanmoins on est en plein milieu d'une zone patrimoniale avec effectivement les ABF qui ont la main mise sur l'environnement. Et effectivement on a ce besoin d'installer des pompes à chaleur pour le nouveau bâtiment. Sauf que quand on présente le projet et à la mairie et aux ABF, c'est refusé. C'est refusé parce que l'environnement ne s'y prête pas. Et donc on est en plein milieu d'un site patrimonial. Donc là, il faut trouver d'autres solutions. Donc le projet est bloqué. Et il se trouve qu'en plus, la société avait postulé pour l'appel à projet de GRDF. Et l'appel à projet GRDF pour décarboner le bâtiment neuf. Et ben, on s'est réunis tous ensemble avec GRDF, avec le promoteur Green Eco Promotion. Et nous avons essayé de leur proposer, on leur a proposé cette fameuse innovation où nous avons eu le prix Innove de l'ADEME avec la BPI et France 2030. Cette nouvelle stratégie qui consiste à dire on part du gaz à condensation et on avance sur la décarbonation avec des systèmes existants. Donc l'idée c'est quoi? On est parti d'un postulat qui était de dire tiens, dans le réseau, on nous a promis du gaz mais aussi de l'hydrogène mélangé. Sauf qu'on s'est dit, comment ça se passe? On a questionné GRDF, ils nous ont dit, ah, ça avance, on est plutôt bon, mais par contre, la roadmap, elle n'est pas pour tout de suite. Donc ça veut dire que l'hydrogène mélangé au gaz, c'est possible, mais c'est pas pour maintenant. Ok. C'est pour quand? Bah, pas avant 2030. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que nous, on en a besoin, parce que 20% d'hydrogène dans le gaz, ça nous permettrait de décarboner. Et donc l'idée, elle est plutôt bonne. Surtout que tous nos générateurs chez nous sont déjà prêts et certifiés pouvant fonctionner avec 20% d'hydrogène. Donc ça, c'est dommage. On dit, c'est quand même bien dommage d'avoir cette possibilité et de ne pas pouvoir y accéder. Donc l'idée, elle a germé, puisque dans l'entreprise, depuis 2011, on ne soude plus à l'acétylène nos pompes à chaleur, etc. Tous les circuits sont soudés avec des petits chalumeaux à l'hydrogène. Donc on travaille avec une petite start-up qui est Bulan, qui se trouve à Montpellier, une start-up française, qui développe ces petits chalumeaux et qui permettent de, et en poste fixe et même en portable, hein, vous allez retrouver chez certains distributeurs pour les installateurs plombiers chauffagistes, de permettre de souder à l'hydrogène. Donc zéro carbone. Donc l'idée elle était plutôt sympa et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre la synergie d'une start-up et une grande industrie française? Et là l'idée c'était de dire, on s'occupe du générateur et comment on peut allier la combustion du gaz et l'hydrogène, mélanger ça avec la start-up. Et c'était de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Bah, on va le produire l'hydrogène sur site, en temps réel, mélanger le gaz et on va le brûler dans nos chaudières qui sont déjà prêtes et certifiées 20% hydrogène. Donc ça, c'était l'idée de base. Donc il a fallu quand même bosser un petit peu. Et puis, ben, les idées sont venues et on a commencé à se dire, mais bon, ok, pour faire de l'hydrogène, ben, il faut de l'eau, électricité, qu'on continue, on va dire. D'accord? On s'est dit, bon, comment on fait? Ben, l'eau, si on touche au réseau, pour demain, c'est quand même pas une super idée. Par contre, de l'eau déminéralisée, on en a plein. La combustion, une chaudière à condensation, ça fait de la condensation et donc de l'eau déminéralisée à disposition. On s'est dit, tiens, si au lieu de l'acheter à l'égout, on la récupère. Donc on s'est dit, tiens, on la récupère et à ce moment-là, les condensats, on va l'injecter dans l'électrolyseur qu'on a conçu en collaboration avec Bulan. On arrive avec le gaz, on mélange cette électrolyse où on va récupérer l'oxygène, l'hydrogène, on va le mélanger au gaz. Et ce nouveau gaz hybride avec ces trois composants, on va l'injecter dans la chaudière pour le brûler. Ce qui fait qu'on est dans la configuration de départ où on disait on a de l'hydrogène dans le réseau de gaz. Non, on l'a plus. Donc on l'amène nous-mêmes, on le fabrique en temps réel, in situ. Et à ce moment-là, le système, ça nous permet totalement de nous affranchir du réseau hydrique. Et comme ça, on a notre combustion qui commence à se décarboner et on avance dans la transition énergétique. Le système est suivant. Vous avez ici en 1 la partie photovoltaïque, puisque l'idée c'est de auto-consommer. Donc ça c'est la possibilité qui nous est offerte. On est sur des hybridations avec des petites puissances. Et donc là, typiquement, une 45 kW, on va avoir à peu près 4 kW d'électrolyse à côté.
Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va donc brancher directement les PV 48 volts DC sur l'appareil, donc sans onduleur, sans perte, tout électron fait, on fait une bulle d'hydrogène. Donc ça, c'est voilà, c'est optimisé au maximum. On récupère donc l'oxygène, l'hydrogène, et on le réinjecte avec le mélange gaz dans la chaudière. Le gros problème d'un électrolyseur, tout le monde va vous dire, oui mais bon, au niveau énergétique, c'est une catastrophe. C'est quasiment 1 pour 2. 1 kW d'hydrogène pour 2 kW d'électricité. Donc c'est pas exactement, c'est 55%. Donc l'idée c'est de dire voilà, ok, mais le défaut d'un électrolyseur, c'est que ça produit énormément de chaleur. Ah, la chaleur, ça nous intéresse, parce que dans notre métier, la chaleur, c'est plutôt intéressant pour le récupérer. Donc on a mis un échangeur à plaques autour du stack d'électrolyse et on a récupéré cette chaleur. Et on récupère 25% d'économie supplémentaire. Donc de 55% de rendement d'un électrolyseur, on va rajouter 25%. Autre intérêt, quand on parle de 55% de rendement pour un électrolyseur, c'est vrai dans l'automobile, l'industrie, quand on n'utilise que l'hydrogène. Mais si je récupère aussi l'oxygène, je rajoute aussi 17%. Et quand je récupère tous ces éléments, j'arrive à un électrolyseur adapté à nos besoins. C'est uniquement ça, adapté à nos besoins du chauffage. À ce moment-là, on arrive à 97% de rendement. Et là, ça commence à être plutôt jouable. Ça devient beaucoup plus intéressant. Adapté à notre métier, toujours. Hein. Voilà. Et donc là, vous avez ce système de récupération en 4, l'échangeur à plaques. D'accord. En 6, le gaz hybride. En 2, vous avez l'eau à condensation. Donc vous avez vraiment le schéma type sur ce type d'installation. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'électrolyseur, 97%. Et puis il y a un effet très intéressant. Quand on va utiliser ce mélange gaz, hydrogène, oxygène, on va booster la combustion et on va faire quelque chose que vous connaissez. On va tutoyer les combustions stoichiométriques et on va faire de l'oxycombustion, puisqu'on va injecter beaucoup d'oxygène dans la chaudière. Et on va voir le rendement de la chaudière qui va énormément augmenter. Ce qui fait que l'augmentation du rendement de la chaudière plus le rendement de l'évidence, puisqu'il faut le prendre en compte, hein, puisqu'on a 97 rendements, on a un rendement global, total, de 116% PCI. C'est-à-dire qu'on est mieux qu'une chaudière normale. Donc là, ça devient aussi intéressant. Non seulement on va décarboner, mais en plus, on va pouvoir être mieux énergétiquement. Donc là, ça commence à devenir assez intéressant. Et le clou du spectacle, c'est quand même, c'est une chaudière standard. Ça reste une chaudière gaz à condensation qu'on connaît tous, qui est en parc et installée. Donc ça devient plutôt sympa. Alors la promesse, c'est quoi? À partir du moment, et là on parle d'un exemple avec le PV, hein, avec le photovoltaïque, où j'autoconsomme. Donc là, on va avoir 34% de gaz en moins consommé. Donc là, c'est direct sur la facture. Hein. Donc ça, plutôt sympa. Je réduis de 39% mes gaz à effet de serre, en tout cas mon carbone. Réduction, alors ça c'est plutôt intéressant, c'est qu'on va aussi toucher tout ce qui est polluant. Donc aussi ici donc le CO, on va le diviser par 5. L'inox, pareil, on va diviser par 10. Alors pourquoi? Parce que comme on va injecter beaucoup d'hydrogène dans la combustion, on va décaler le point de rosée. Donc le point de rosée, on va pouvoir condenser jusqu'à 72 degrés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et à ce moment-là, on va augmenter les rendements. Mais surtout, à partir du moment où on diminue les pointes de flamme, on coupe tous les NOx et on les divise par 10. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et évidemment, le déphasage, parce que le photovoltaïque, c'est un peu le souci, et ben nous, dans notre métier, on a cette capacité à stocker l'eau chaude, et on a un appareil, enfin un préparateur qui s'appelle le FWS chez nous, qui est un préparateur en eau morte, qui nous permet à stratification, qu'on peut monter très très haut en température, et justement utiliser, et petit à petit, distiller l'eau chaude, et récupérer les calories plus tard dans la journée. Alors comment ça se présente techniquement, quand maintenant je vais l'installer? Je vais faire des couples d'électrolyse avec la chaudière. À chaque fois, j'ai une chaudière, un électrolyseur, une chaudière, un électrolyseur. Donc là, c'est vraiment le couple que vous avez. Et vous voyez que physiquement, on a l'impression que c'est des chaudières installées les unes à côté des autres. Et ça qui est sympa, c'est-à-dire que je peux même installer un stack avec un trou vide 1 sur 2, et je peux mettre l'électrolyseur a posteriori. Je mets la chaudière et l'électrolyseur après. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et pour ce dossier-là, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a réussi à obtenir le titre 5 qui nous permet de rentrer dans la RE 2020 avec cette solution. Donc ça, c'est hyper intéressant sur cette solution. Alors pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'optimisation des réseaux, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on est capable
d'avoir la double énergie, comme disait René, et dire voilà, soit je suis capable d'utiliser ma propre énergie, soit je mets du gaz et de l'hydrogène, soit je peux même m'effacer et le système est capable de s'éteindre en une demi-seconde et donc d'être résilient au réseau. Parce que le système, là, il y a du PV sur ce projet, mais on peut tout à fait le brancher sur le 230 volts et sur le réseau et avoir un contrat PPE-ENR qui permet de justifier d'électrons verts. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, je suis capable de le piloter et de m'effacer par rapport au réseau. Cette fameuse résilience, ça nous permet aussi de pouvoir discuter avec le Linky et de dire à tout moment, je m'efface, je mets. Et c'est ici intéressant dans l'exploitation. Le technicien ou peu importe qui arrive sur le site, je peux couper l'appareil à n'importe quel moment. La chaudière, elle continue de fonctionner puisqu'elle est en réglage nominal, rien ne change. L'ACV du produit, là c'est pareil, on s'est appliqué à avoir aucun matériau rare. Donc là, typiquement, on est vraiment avec une ACV déjà de 25 ans, avec des donc recyclés. Donc là, c'est plutôt sympa. Et donc là, on a une recyclabilité et avec justement la possibilité d'avoir une continuité sur l'ACV. La conservation des régimes de température, là c'est l'hybridation, on est toujours aussi dans cette capacité à monter très haut en température puisqu'on est toujours sur la chaudière gaz à condensation puisque c'est le gaz qu'on hybride. L'installation et l'exploitation est faite par la filière gaz classique, on n'a pas besoin d'un frigoriste qui est qualifié, etc. Et ça, c'est vraiment l'atout principal, un des atouts principaux de cette technologie, où on reste sur ce que tout le monde sait faire et tout le monde maîtrise dans la filière gaz. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et évidemment, c'est compatible que ce soit dans le neuf ou en rénovation, y compris avec des générateurs qui ont moins de 5 ans chez nous, qui sont déjà installés, qui sont déjà compatibles 20% hydrogène, qu'on peut hybrider a posteriori. Donc ça, c'est vraiment le truc bien sympa. Conçu, fabriqué en France, ça c'est clair. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. On n'oppose surtout pas ça à la pompe à chaleur. C'est vraiment important. C'est un complément. D'abord, on travaille sur la pompe à chaleur. D'abord, on travaille sur l'énergie solaire. Ça, c'est vraiment ça. Le solaire, la pompe à chaleur. Et là, on travaille sur ces énergies vertes. Et quand on est bloqué, quand on arrive à des solutions où justement on a besoin de compléments, et là, on va trouver cette solution qui est complémentaire avec l'hybridation hydrogène. Mesdames, messieurs, on a fini. Alors, il y a plein d'autres exemples autour de ça. Hein. C'est un exemple. On pourra vous partager un petit peu tous les autres. Il y a 20 projets qui arrivent, qui vont être déployés cette année sur la partie hybridation hydrogène-gaz. On pourra en reparler avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Ça sera au stand juste à côté. Il n'y a pas de problème. Vous serez les bienvenus pour partager. S'il y a des questions, René et moi, nous sommes à votre disposition. Pas de questions? Ah, bien sûr. Je ne sais pas s'il faut un micro ou... Je sais pas. Ah, micro, là, c'est là. Moi, j'ai une question sur la... Bon, vous avez expliqué, mais... Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y. C'est sur le coût et la... Enfin, c'est pas le bon mot, la facilité de mise en œuvre de cette solution. Est-ce qu'il y a beaucoup... Oui, d'accord, mais est-ce que c'est l'entretien, la... Enfin, à valeur égale par rapport à une chaudière condensation normale, supposons que la PAC, ça ne puisse pas se faire, cette hybridation, est-ce que quels vont être les coûts en pourcentage en plus par rapport à une installation normale? Alors l'idée c'est que cette installation, ce plug qui vient en plus de la chaudière classique, hein, c'est une chaudière normale, hein, condensation, et la partie électrolyse, c'est le coût d'une pompe à chaleur. C'est vraiment ça, c'est exactement le même coût. Donc ça de ce côté-là, il n'y a pas de surcoût par rapport à une pompe à chaleur. Donc c'est un choix technique et pas financier. Donc ça c'est un premier point. L'entretien, c'est beaucoup plus simple aussi. L'entretien, tous les 5 ans, on change l'électrolyte l'électrolyte, bon bref, ça va me revenir, mais bon, si, l'électrolyte, ouais, enfin bref. On change tous les 5 ans, ça coûte une centaine d'euros, c'est pas, enfin là, il n'y a pas énormément. On est plus proche de la low-tech que de la high-tech. C'est une bassine d'eau, des électrodes, pour faire simple, un échangeur à plaques. Donc tous les plombiers chauffagistes vont vous dire qu'un échangeur à plaques, ça s'entretient, ça peut se changer tous les X années parce que ça s'entarte, pas plus, pas moins qu'une chaudière, c'est exactement pareil. Voilà, donc on est vraiment ce qu'on connaît dans la filière gaz et chaudière. Donc accessible à tous, facile d'entretien, et surtout, il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas de métaux rares, on reste quelque chose d'extrêmement basique. C'est vraiment l'intérêt de la solution. C'est là où on a travaillé, et toute la connectique, etc., c'est complètement standardisé. C'est d'ailleurs sur le stack, c'est un stack normal, où vous mettez une chaudière, un électrolyseur, une chaudière, un électrolyseur. Toutes les connectiques sont hyper simples.
tout est justement simplifié pour notre métier. Voilà. Et je dirais, vous avez l'assurance du service, puisqu'il y a la chaudière, même si l'électrolyseur devrait être en panne, vous avez toujours la chaudière qui va fonctionner toute seule. C'est vraiment l'idée, hein. C'est-à-dire que même au pire du pire, peu importe qui, le 24 décembre, il y a un problème sur l'installation ou quoi, un installateur chauffagiste qui n'est pas du métier du tout, il voit l'appareil, il met sur éteint, il s'éteint en une demi-seconde, la chaudière, elle, continue à fonctionner normal, ou en tout cas si elle sera réparée par son chauffagiste habituel, qui lui connaît sa chaudière par cœur et qui va changer les éléments et qui va la faire repartir avec les réglages normaux. Donc ça c'est plutôt aussi le truc vraiment très pratique et facile d'accès à tous. Voilà. Voilà. Une autre question? S'il n'y a plus de questions. Si. Monsieur Giorno. Si. Sur le stand à ce moment-là ou après sur le stand? Parce qu'a priori... Vous entendez? Oui. Ah, monsieur Albicron. Allez-y, Oui, je vous en prie, allons-y. Juste une question. Oui, vous m'entendez? Parfait. Une question de savoir si ça peut s'installer sur une chaudière, pas forcément des Dietrich, qui existante déjà sur le parc. Hein. Alors, très bonne question. Alors, à date, non, parce qu'aujourd'hui, toutes les chaînes de sécurité sont liées avec notre régulation. D'accord? Maintenant, on y travaille aussi, de façon à être compatible avec toutes les autres chaudières, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de démocratiser cette technologie et pas forcément de la garder pour nous. Donc, mais il faut bien commencer par quelque part, et donc on commence déjà en sécurité avec nos chaînes de sécurité par rapport à notre régule. Donc voilà, ça c'est... Voilà. Très bien, merci. Pas de souci. On est bon? Je crois qu'on est timing. Si on est bon, ben, mesdames, messieurs, on aura le plaisir de vous recevoir sur notre stand juste à côté. Merci à vous.